qui n'ont aucune compétence en matière de sondage, bien évidemment. Bien évidemment, mais il y a deux experts. Alors les deux experts, c'est depuis la réforme de M. Vaillant en 2002, sauf que, comme par hasard, les deux experts, à chaque fois il y a un professeur de droit, je croyais que j'ai des collègues très éminents que j'apprécie, mais ils y connaissent rien en sondage, je les connais personnellement, je faisais les cours chez eux, moi, en sondage, je ne citerai pas de nom, mais ils connaissent rien. Alors bon, c'est des prébandes, je sais pas, et puis il y a toujours un sondeur. Le premier expert, c'était Jacques-Antoine, il s'était fait connaître comme sondeur, et après, ce sont des gens du CEVIPOF, c'est-à-dire Sciences Po, c'est-à-dire les gens qui font les ménages avec les sondeurs, c'est-à-dire qui travaillent pour eux, qui sont rémunérés par eux, donc il y a problème. Malgré une clause une clause qui n'existe pas en réalité. Donc ce sont des gens qui ne sont pas experts en sondage. Voilà, ça c'est clair. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la commission des sondages s'est faite déborder. Dans les pays démocratiques, nous sommes tous incités à penser que nous avons tous une opinion et que nous ne serions pas des humains si nous n'avions pas d'opinion, etc. Mais si on le formule autrement, si on dit, parce que nous sommes humains, avons-nous une opinion sur tout ? Est-ce que nous avons une opinion sur ce qui se passe aujourd'hui à Vilnius ? J'en sais rien, je prends au hasard. Mais il faut savoir que les sondages vont nous faire dire quelque chose. Ça se fait. Ça, hein. Bon, est-ce que nous avons une opinion tout le temps sur tout ? Et est-ce que si nous n'avons pas une opinion sur tout le temps, est-ce que nous sommes moins humains ? Eh bien aujourd'hui, il faut à peu près 13 000 coups de téléphone pour avoir son millier de questionnaires dûment remplis. Et cette proportion se dégrade, c'est que ce qu'on appelle la baisse tendancielle du rendement, hein, en gros, les sondés ne veulent plus parler. Voilà, de moins en moins parler. Alors il y a ça, c'est une situation grave. Tellement grave que les sondeurs, il y a 10 ans, ne voulaient pas qu'on en parle publiquement, surtout pas à la radio ou à la télévision. J'ai été copieusement insulté pour l'avoir dit à des sondeurs. Je me suis fait traiter même de petit prof de fac, puisque un jour le Canard enchaîné l'a redit, par un sondeur qui se vantait de brasser des millions. Ça veut dire des choses. C'est pas pour stigmatiser un sondeur particulier. Si on se trouve devant l'univers de l'argent, et l'univers intellectuel est un univers démonétisé, si j'ose dire. Bon, peu importe, je peux vous assurer, ça m'a beaucoup fait sourire, et je n'en tire pas ombrage, mais par contre, il faut le dire. Et donc, les sondeurs ne voulaient pas qu'on en parle. Alors, c'était marrant, parce qu'aux États-Unis, c'était clair, on savait, il y avait un livre qui s'appelait The Phantom Respondent, les sondeurs américains acceptaient d'en débattre, mais pas les sondeurs français. Et il niait absolument cette baisse tendancielle du taux de réponse. Pourquoi ? Et parce qu'ils avaient peur de la contagion. Ils avaient peur que si on le disait publiquement, ça allait encore accentuer leurs problèmes. Bon, ils acceptent aujourd'hui qu'on en parle, puisque c'est même dans le rapport relativement ancien de la commission des sondages, qui fait pas grand-chose, mais bon, qu'il a avoué, et qui a d'ailleurs pris acte du remède à cette baisse des réponses, à savoir les sondages en ligne, les sondages Internet. Alors les sondages Internet, c'est remarquable parce que là, du coup, il n'y a plus de problème. On a certains sondeurs en ligne ont 4 à 5 millions d'adresses. Alors vous avez toujours quelqu'un qui va répondre, et comme on répond par Internet, soit parce qu'on a une conviction qu'on veut absolument défendre, soit parce que, si vous voulez, on a envie de jouer à la loterie, c'est-à-dire de gagner quelques euros, enfin en général c'est des maximils qu'on offre, eh ben il est clair que si on veut gagner des maximils, il faut pas faire non-réponse. Si vous voulez, il y a une sorte de sens pratique, là en l'occurrence de l'internaute, qui est si je réponds pas, je vais pas gagner de maximils. Voilà. Alors, ça donne quoi ? Ben, ça donne que maintenant on a tout simplement supprimé les non-réponses. Et donc, l'opinion est universelle. Voilà, on a une opinion universelle. Alors, ça pose problème pour un certain nombre de raisons, je dirais des raisons techniques, d'abord, tout simplement. C'est que tout simplement, la qualité des sondages a fortement baissé sur ce terrain comme sur tous les terrains. Et quand on pense à des critiques, le seul critique que citent les sondeurs français, c'est Pierre Bourdieu, car il a une énorme qualité, il est mort. Il a
certainement, et puis ça permet de dire que la critique des sondages est une exception française. Ce qui est totalement faux. Le premier critique des sondages, Herbert Blumer, de l'école de Chicago, je ne parle pas de l'économie mais de la sociologie, est intervenu en décembre 1947 pour la première fois et a provoqué déjà un tollé. Ici, je cite, par exemple, encore Jürgen Habermas, dans l'espace public. Vous voyez que c'est une critique très ancienne. Mais, en l'occurrence, la critique de Pierre Bourdieu, qui est vouée aux gémonies, mais qui permet de dire ses avantages. Un, il est mort. Deux, il permet de dire que c'est français. C'est que Bourdieu était très gentil. Il était trop gentil. Parce qu'il acceptait l'idée que la méthodologie des sondages était au point, qu'on avait fait des progrès, etc. Bref, il était lui-même victime peut-être d'un préjugé scientiste. Eh bien non, une technique, ça peut se dégrader. Aujourd'hui, ce que font les sondeurs n'est tout simplement pas sérieux par rapport à ce que faisaient leurs devanciers il y a 30 ans. C'est quelque chose qui n'est pas assez connu et qui mérite de l'être. La dégradation de la qualité des sondages. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire sans exagération qu'ils font n'importe quoi. Mais ils en font tellement plus qu'ils n'ont pas ce souci de la qualité, puisqu'après tout, on les achète. Ou on les donne, dans leur cas, ce qui permet de se faire une publicité à bon compte. Alors, cette dégradation, c'est-à-dire la production d'une opinion qui existe plus ou moins, mais qui peut ne pas exister, c'est ce qu'on appelle des artefacts, tout simplement, ça a des effets sur le réel. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on pourrait dire, si vous voulez, bon, les sondeurs font un commerce de pacotille, ils vendent des breloques, c'est pas sérieux, on peut s'en ficher, on peut être indifférent. Et bien entendu, ici, tout le monde, je pense ici, ou chacun ici, à un certain moment s'est dit, de toute façon, on s'en fiche, c'est pas grave. Eh bien si, c'est ça le problème. Le problème, c'est que la production d'une opinion artefactuelle ou inégalement réelle, car je ne nie pas que dans un certain nombre de cas, il y ait de l'opinion. Il y en aura, par exemple, je pense, l'an prochain, au premier tour, au deuxième de la présidentielle. Comme il y en a, peut-être, quand on a lu un livre sur le nucléaire, peut-être on a quelques raisons d'avoir une opinion sur le nucléaire. D'ailleurs, il est probable que si on lit ce livre sur le nucléaire, c'est qu'on avait déjà une opinion sur le nucléaire, que la lecture du livre sera venue conforter. Mais comme cela n'est dit nulle part et que cette opinion, ce n'est pas une opinion confidentielle, mais une opinion publiée, et publiée absolument sans discernement, et là, il y a un problème, si vous voulez, de ce binôme sondeur-média, eh bien, nous avons de l'opinion publique qui circule, alors là, de manière en permanence. C'est l'ubiquité de l'opinion, sans qu'on sache quelle est la qualité de cette opinion. S'il y a même de l'opinion, je vous dis, accord PS vert, il n'y a pas d'opinion, tout simplement. Bon. Et tout un ensemble de points de vue qui nous sont délivrés tous les jours par la presse, par toutes les formes de médias, sans qu'on puisse apprécier ce que ça vaut, et sans discernement des producteurs eux-mêmes, ni des sondeurs qui, si vous voulez, adoptent un point de vue que j'appellerais de la mauvaise foi marchande, ni des journalistes qui adoptent le point de vue de la mauvaise foi marchande, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on leur donne les sondages, la plupart du temps, sachant que tous les journalistes n'utilisent pas les sondages, c'est une partie des journalistes, bien entendu. Et qui, par ailleurs, pour ces journalistes-là, ont trouvé quelques crédits personnels parce que quand, disons, certains ne savent pas commencer un article sans évoquer un chiffre de sondage déjà. C'est donc une facilité. Et puis quand la presse est en mauvais état, je parle par exemple de la presse écrite, c'est tellement mieux d'avoir un chargé d'études qui vient donner le sondage du jour et puis qui déjà a fait le papier. En gros, ça permet vraiment de travailler à bon compte. C'est pour ça qu'on voit certains journalistes, je ne citerai aucun quotidien, mais chacun l'a à l'esprit, où je connais en plus ces journalistes, je sais très bien, ils ont fait que réécrire. Bon, mais après tout, nous sommes à l'ère du copier-coller, etc. C'est tellement difficile d'écrire des choses originales que c'est une facilité qu'on ne se refuse pas quand il n'y a surtout pas d'argent pour de l'investigation
choses comme ça. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des solides raisons. Il y a des solides raisons à ça.